Et c'est avec le recul, lorsqu'on on fait un sevrage, on va dire. Moi, malheureusement, j'ai dû être sevrée de force. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, si je vous accueille en petite chemise comme ça, c'est parce que je sors d'un baptême et je me suis dit on va faire comme un McDo. Venez comme vous êtes. Je viens d'arriver, alors je me retrouve devant vous comme j'étais. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti la vidéo sur Nino Arial, ma réponse. Allez, check ça, le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à bas en vengeance malaise. Et moi, je m'occupe du reste. Notre Premier ministre, François Bayrou, a un petit peu mal dans les relations avec les autres. Peut-être pas avec les femmes. Bon, ça, j'en sais rien. À chaque fois qu'il parle, il se met des personnes à dos. Et là, il a réussi à se mettre à dos les boomers. Les boomers, c'est les personnes qui sont nées entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le milieu des années 60. Et François les a pointés du doigt puisqu'il les considère comme privilégiés. Boomer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceux qui sont les enfants du baby-boom. J'en suis. Ceux qui sont nés après la guerre, entre 45 et 65, ces 20 années ou 25 années-là, eh bien, c'est une génération qui a été très nombreuse. C'est la renaissance démographique de la France après la guerre. Alors c'est une expression que votre génération a inventée et que j'ai donc simplement reprise. Qu'est-ce que je dis ? Je dis que ceux-là qui ont profité de l'aisance de l'après-guerre, qui ont travaillé beaucoup, mais qui ont profité de cet élan-là, ils devraient être aujourd'hui à mes côtés les premiers pour qu'on baisse la dette et pour que ça ne soit pas les plus jeunes qui soient obligés de la payer. Vous avez entendu ce que j'ai dit là ? La dette qu'on a accumulée, c'est votre génération qui va la payer. Ceux qui sont au travail et ceux qui seront au travail demain. Et je trouve qu'il y a là quelque chose qui est immoral. Une génération ne pense pas à la génération suivante. Qu'elle lui impose, sans le lui dire, la charge d'avoir à payer pendant des décennies des facilités que nous avons rencontrées aujourd'hui, ça n'est pas normal. Et qui devrait être en première ligne? Ben, c'est les parents. Parents, grands-parents. Ceux qui veulent pas en fait payer. Mais ceux qui ne veulent pas, c'est exactement l'objet du débat. Pourquoi j'ai pris cette décision? Le scénario des années blanches est toujours à l'étude, spécial comme en 2025. Peut-être je vais finir ma réponse. Pourquoi j'ai pris cette décision? On ne peut pas redresser le pays si tout le monde, ou si en tout cas une partie importante, ne décide pas d'y participer. S'il n'y a pas d'accord préalable, on ne peut pas redresser un pays. Et donc, nous ne sommes pas un gouvernement qui est là pour faire semblant, ou pour durer, ou pour trouver des avantages, ou des privilèges, ou je ne sais quoi. Nous sommes un gouvernement pour que les Français mesurent la gravité et l'urgence de ce qui se passe. C'est ça la clé. Et ceux qui devraient être en première ligne pour protéger les plus jeunes, c'est la génération précisément de ces années de l'après-guerre. Ils ont travaillé, mais il faut qu'ils protègent les plus jeunes. Et c'est exactement ce que j'ai dit, et rien d'autre. J'ai même dit à plusieurs reprises que je ne voulais pas cibler les retraités. Ce que proposent, vous le savez, ici ou là, des responsables. Vous n'êtes pas sans savoir que l'émission Tout Beau Tout Neuf arrive à partir de lundi sur W9. C'est pourquoi cette semaine, il y a eu des émissions de test. On appelle ça des pilotes. Ces pilotes peuvent avoir plusieurs objectifs, comme par exemple convaincre des producteurs ou des diffuseurs. Mais à mon avis, c'est pas vraiment le cas, puisqu'il y a déjà un diffuseur et des producteurs. Mais c'est plutôt pour tester auprès du public ou auprès des journalistes pour pouvoir ajuster. Parallèlement à ces pilotes, la communication autour de l'émission commence à s'intensifier. Salut Octave. Salut, téléphone s'il te plaît. Et voilà. S'il vous plaît, monsieur, dame, pas de téléphone, pas de caméra à l'intérieur. Merci. Hop, 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 hop. Quoi? Téléphone. Ah non, j'ai plus rien. Téléphone.
Oh, pas le pied. Toujours non, les gars. Hein. Rendez-vous lundi, 18h45. Et justement, on a deux premiers avis par rapport aux pilotes, et ils sont pas hyper élogieux. On a le premier de Leïla, qui dit « L'émission évoque des sujets superficiels, avec des chroniqueuses sans grand intérêt. Les sujets d'actualité sont peu nombreux, trop de perte de temps dans beaucoup trop de blagues. » Et on a Martine qui nous dit « Je n'ai pas retrouvé la complicité et la spontanéité entre les chroniqueurs test de nouveaux chroniqueurs, dont certains n'ont pas leur place. Ce n'est pas de la télé-réalité qui pourrait éloigner des fidèles. À voir pendant les émissions en réel. » En tout cas, une chose est sûre, l'émission va cartonner. C'est une nouvelle émission, les gens vont regarder, que ce soit parce qu'ils aimaient TPMP ou par curiosité. Quoi qu'il arrive, on sera sur des très gros scores, mais c'est vraiment le contenu qui va faire que le public va être fidélisé ou pas. Sur les plateaux des grandes gueules d'RMC, il y a une chroniqueuse qui fait énormément réagir et ça date pas d'aujourd'hui. C'est Barbara Lefebvre. Et là, elle parlait de la présomption d'innocence dans le cas précis de Jean Humbert, mais elle a ramené d'autres cas comme Gérard Depardieu, Harry Habitant ou d'autres. Et je peux vous dire que ces propos ont beaucoup choqué, notamment sur la plateforme Twitter. Surtout que quand on sait la vérité sur le cas Harry Habitant, c'est pas un bon exemple. Mais la présomption d'innocence, on le sait, elle ne vaut que pour certains. Elle ne vaut pas pour excusez-moi, hein, je vais faire mon Gilles William, mais elle ne vaut pas pour le mâle blanc hétérosexuel apparemment. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'elle ne vaut pas pour Gérard Depardieu, elle ne vaut pas pour Darmanin, elle ne vaut pas pour Harry Habitant et elle ne vaut pas non plus pour Monsieur Humbert, c'est tout. Surtout que je pense que concernant Alexandra Rosenfeld... Oui, elle pourrait porter plainte sans parler J'espère qu'elle a porté plainte parce que dans l'affaire Harry Habitant, par exemple, la jeune fille, la jeune femme, elle est partie tout de suite. Je crois qu'il y a eu des constatations médico-légales, etc. Ouais. Bon, et au final, l'instruction a dit non-lieu. Mais dans l'affaire de Monsieur Humbert, j'ose espérer que quand on vient dans la presse publiquement dire « il m'a mis un coup de boule », il y a, je dis n'importe quoi, 4 ans. Ok, donc j'espère qu'il y a 4 ans, quand elle a eu le coup de boule, elle a ou pris des photos, ou été voir la police, ou qu'il y a des témoignages, oui, parce que s'il n'y en a pas, elle fait de la pure délation publique, mais en même temps, elle ne peut pas le prouver. Non, donc en plus, elle se met dans une situation compliquée. Ça, c'était avant qu'Humbert y réponde que oui, on s'est battu. Donc Humbert a avoué qu'il l'avait tapé. En fait, c'est ça qu'il faut connaître dans l'histoire. On s'est battu, c'est pas j'ai mis un coup de boule enfin, excuse-moi. Alors ouais. Ça, l'avocat de Humbert qui commence à enflammer en disant bah ouais, ils se sont battus. Rosenfeld, quand tu la connais, c'est 1m75, je crois, mais c'est 50 kilos. Donc Humbert qui est tanké, tu peux pas justifier ta violence par de dire ah ben bon, on s'est battu, j'ai mis un coup de tête en pleine gueule. Parce qu'elle, elle a quand même des radios et tout, c'est quand même pas propre. Bah si elle a des radios, bah, oui, mais bon. Non mais je sais pas, est-ce qu'elle non mais t'as l'air d'être plus au courant du dossier. Je suis pas plus au courant, j'ai lu comme tout le monde. Et dans la même émission, Barbara Lefebvre s'est clashée avec un autre chroniqueur sur le plateau des Grandes Gueules. Elle s'est un petit peu attrapée avec Bruno Poncet au sujet de la classe moyenne. Est-ce que Barbara Lefebvre fait partie de la classe moyenne comme elle le dit ou pas? Attends, pardon, je suis pas de la classe moyenne. Je suis de la classe quoi alors? Pas, Barbara, non, j'aime pas du tout ce que tu es. D'accord, je suis quoi la classe moyenne? C'est quoi mon salaire? C'est quoi mon salaire par mois? Je gagne 2500 balles par mois. C'est quoi la classe moyenne? Je gagne 2500 balles par mois. Tu viens me dire que je suis pas la classe moyenne? Je suis seule et je suis à 2500 balles par mois. Ah non, c'est pas vrai. Moi, plus les fiches que je fais ici et je les mets de côté pour ma fille. Donc la classe moyenne, tu remontes. Mais dis-moi, un prof de PS. Moi, j'ai un taux d'imposition à 17%. Je suis pas la classe moyenne. Un prof de PS. Je suis pas la classe moyenne, donc tu ne l'es pas non plus vu que tu fais. Tu n'es pas de la classe moyenne et tu es quoi alors? 17% d'imposition, je suis pas de la classe moyenne. Mais tu es quoi, mon pauvre ami? Ah ouais, mais non, mais je suis pas de la classe moyenne, je gagne beaucoup plus. La classe moyenne, c'est des mecs qui se lèvent le matin entre 2000 et 3000 balles. Mais la classe moyenne. Mais on regarde les classements économiques et la classe moyenne. La classe moyenne, elle va aller de jusqu'à 10 000 peut-être par mois. 1500, 1700 euros. Mais tu dis n'importe quoi d'un point de vue économique en plus. 3000. Et ensuite, donc Barbara et moi, on n'est pas dedans. Alors, est-ce que Barbara Lefebvre est dans la classe moyenne? Si on regarde les chiffres de l'Observatoire des inégalités, oui, vu qu'elle est seule. Sauf que voilà, on peut pas dire je gagne 2500 euros par mois avec mon contrat, mais ne pas tenir compte de ce qu'elle gagne à la radio. Parce qu'elle dit ce que je gagne à la radio, je le mets de côté pour ma fille. Ouais, c'est bien, mais il y en a qui peuvent pas mettre cette somme de côté.
Et elle le mérite, son argent, c'est pas le débat, mais non, t'es pas dans la classe moyenne. Et c'est pas grave. Mais il faut juste être honnête. Barbara Lefebvre, si on en suit les chiffres, elle fait partie de la classe aisée. Et il n'y a rien de mal à ça. Parce que les chroniqueurs de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, c'est 500 € par émission. Voilà. Donc, vu le nombre d'émissions que fait Barbara Lefebvre, vous pouvez facilement voir que non, elle ne fait pas partie de la classe moyenne. La dernière fois, on avait parlé de l'enterrement de Jean Portmanov et il y avait eu une polémique par rapport aux tenues des participants, notamment de Naruto-V ou encore Safin. Il y a un autre streamer qui était présent à ces obsèques, donc TK78, TheKerry78, qui a pris la parole sur sa chaîne et il a poussé un coup de gueule par rapport à ça. Alors désolé, il y a beaucoup de bip, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gros mots. Encore une chose par rapport à l'enterrement de JP. Et ça, c'est des gros fils de p*** Twitter encore. Hein. Clippez, hein, s'il vous plaît. Hein. Si vous le souhaitez, même le mettre sur Twitter. Des gros fils de p***. C'est les premiers à dénoncer l'harcèlement. Mais même les défunts, ils savent même pas les respecter. C'était la volonté de sa mère. Que sa mère dise aux gens, venez tel comme vous étiez au local. Venez à son enterrement, venez pas avec des costards, venez pas avec des lunettes, venez pas bien habillés. On s'en fout. Venez comme vous étiez au local, comme vous étiez avec lui. Et ces gros fils de justiciers de Twitter, leur mère, les reines des qu'ils soient filles ou garçons. Hein. Il fallait qu'ils ramènent leur venin sur ces de réseaux sociaux de merde. Donc voilà. Le plus important, c'est pas comment t'es habillé, mais c'est ta présence. Que ta présence soit sincère. T'as des gens qui peuvent venir habillés en costard, frérot, et venir comme des faux culs. Laisse tomber, chacun vient comme il veut. C'est la volonté de sa mère, c'était de nous dire, venez comme vous étiez habillés, comme vous êtes chez vous, comme vous étiez avec lui. Nous, avec JP, c'est vrai qu'on était avec lui, on n'était jamais habillés en costard. On était simples, on était des gens simples, entre nous, tu vois. Donc se mettre sur son 75 ou sur son 80 ou sur son 125 ou je sais pas quoi, appelez ça comme vous voulez, on en a rien à foutre. Le plus important, c'était la présence, c'était la chaleur et c'était le cœur. Donc voilà. Sur le plateau de CNews, on est à ça que ça parte complètement en couille. Il y a des mots qu'on n'avait plus entendus depuis les années 40. Et c'est pas une blague. Du juif qui est en France et qui n'est pas simplement une lutte contre l'antisémitisme, c'est une guerre idéologique. Aujourd'hui, ce qui se passe à travers le monde, on veut, et c'est ce que disait Marceline Loredan, on veut une solution finale acceptable avec le palestinisme. Ce qui est en train de nourrir l'extrême gauche et Jean-Luc Mélenchon, qui excuse en fait la haine du juif. C'est pas que le président Macron n'a rien fait, c'est que ce qu'il fait n'est pas à la hauteur de l'histoire, n'est pas à la hauteur du 7 octobre, n'est pas à la hauteur... Une solution finale, rien que ça. Allons-y gaiement, hein, les deux pieds, les deux mains. Alors déjà, c'est qui on? T'es qui toi? Tu parles au nom de qui? C'est ça qu'on veut savoir déjà dans un premier temps. Que pareil, je vois une propagande en ce moment sur Internet, notamment sur Twitter. Il y avait ce post là. Nous sommes chrétiens et nous sommes aux côtés d'Israël, judéo-chrétiens. Celle-là d'escroquerie, elle est pas mal. Je me suis permis de tweeter à mon tour. Les chrétiens qui sont pour la paix ne peuvent être aux côtés d'Israël. Et mon cœur est fermé sur la question. Je suis issu d'une famille très croyante. Voilà, nous sommes chrétiens. Personne, je dis bien personne de ma famille, personne de mon entourage, en tout cas des chrétiens autour de moi, n'est aux côtés d'Israël, messieurs, dames. Voilà. Toutes les personnes, peu importe les religions, leur couleur de peau, ce que vous voulez, qui sont pour la paix, je répète, pour la paix, ne peuvent être aux côtés d'Israël, de la politique d'Israël, pour être plus précis. Et mon cœur est fermé sur la question. Et petite précision, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas parlé de juifs, hein, j'ai parlé d'Israël, de politique d'Israël. Commencez pas à me dire antisémitisme, je sais pas quoi, etc. Non, 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 pas de ça ici. En ce moment, il y a un YouTuber qui fait polémique sur les réseaux, notamment dans les médias mainstream, puisque son concept, c'est d'aller dans des régions compliquées, difficiles, où il y a de l'insécurité. Et là, actuellement, il était en Afghanistan avec les talibans
Autant vous dire que ça a fait parler. Visite l'Afghanistan avec un youtubeur français visite l'Afghanistan avec des talibans et suscite de vives critiques. Tout a commencé le 17 août lorsque Thibaut Jones, alias Tibi Jones, un youtubeur français connu pour ses vlogs dans des zones sensibles du monde, a décidé de partir en Afghanistan. Depuis son arrivée là-bas, le jeune homme documente son voyage sur Instagram et s'est notamment montré aux côtés d'un taliban armé dans un avion. Sur les réseaux, ce voyage suscite l'indignation de nombreux internautes. Outre le fait que ces photos de Tibi Jones prêtent à rire, elles dissimulent une véritable stratégie de marketing mise en place par les talibans depuis leur retour au pouvoir. Non mais sérieux, y a que moi qui suis choqué de ce que fait Tibi Jones, mais on est où sérieux? Il faut absolument signaler ce qu'il fait, il y a des limites à ne pas dépasser. Dans ses différentes stories Instagram, Tibi Jones se justifie. Pourquoi j'ai choisi de parcourir déjà, première chose, l'Afghanistan avec un taliban? Déjà de 1 parce que c'est beaucoup plus facile. Pire qu'avoir une arme dans la main, avoir une caméra, c'est quelque chose qui peut être très mal vu. Le youtubeur poursuit en expliquant que son objectif est de donner la parole au peuple afghan et est également revenu sur les conditions de vie des femmes afghanes privées de quasiment tous leurs droits. Je peux pas venir ici sans aborder forcément les sujets sensibles, notamment celui des femmes. Ça c'est quelque chose qu'on est en train d'être traité, j'en ai déjà énormément parlé, je pose énormément de questions à ce sujet. Malheureusement à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand chose à part poser des questions et vous rapporter la réalité du terrain. Depuis le retour au pouvoir des talibans en 2021, l'Afghanistan tente de s'ouvrir au tourisme et malgré la présence du régime islamiste, les chiffres officiels montrent une progression. 691 visiteurs en 2021, 2300 en 2022 et 7000 l'an dernier. Par ailleurs, le gouvernement français déconseille formellement tout voyage en Afghanistan en raison notamment de la menace terroriste et du risque d'enlèvement. Un youtubeur français. Le youtubeur Thibaut InShape a été reçu par Hugo Clément dans son nouveau concept qui s'appelle 50 degrés. Le concept, c'est qu'il fasse 50 degrés. De toute façon, vous allez le voir à la transpiration sur leur visage. Et il lui a demandé, il lui a posé la question, d'où vient d'après lui cette étiquette d'extrême droite qu'il lui colle à la peau. Pourquoi on te catalogue parfois à droite, voire à l'extrême droite? C'est la somme de plein de choses. Je pense que c'est parti à la base de mon agression. En fait, je m'étais fait agresser quand j'avais 17 ans. 3 jours après, j'étais à la salle de sport et du coup, c'est encore grâce aux agresseurs que j'ai pu mettre au sport. Et en fait, j'avais eu des propos déplacés sur Facebook. C'était en 2009 à ce moment-là. Ouais, j'avais 17 ans. Vous tapez Thibaut InShape Facebook sur Google Images, vous les avez. Et aujourd'hui, forcément, je regrette parce que ça a pu blesser beaucoup de personnes. Mais encore une fois, beaucoup de gens me le reprochent aujourd'hui. Sauf que j'y peux rien. Je les ai écrits. J'avais 17 ans. Je me faisais me faire tabasser avec coup de batte de baseball. Tu t'es excusé sur ces propos? Je me suis excusé plein de fois. Je les regrette aujourd'hui. Et voilà, il faut avancer, tu vois. Juju, quand on catalogue ton mec à l'extrême droite, qu'on le traite de facho, c'est ce qu'on peut lire sur les réseaux, qu'est-ce que ça te fait? C'est difficile parce que moi je vis avec lui, donc je l'ai au quotidien depuis 8 ans. Je le connais, je pense, mieux que personne. Et en fait, je vois comment il se comporte dans la vie de tous les jours, j'entends ses propos 24 heures sur 24. Et je pense que les gens seraient surpris parfois de se dire qu'en fait, il est à l'opposé de l'image qu'on lui donne. Et ce que je trouve vraiment dommage en fait aujourd'hui, c'est que on veut que les gens, tu sais, on veut que les gens évoluent, on veut que les gens apprennent de leurs erreurs, que les gens changent, que les gens s'excusent. Et quand les gens le font, on ne l'accepte pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est très binaire et une fois qu'on a décidé qu'on voulait mettre quelqu'un dans une case, on ne veut pas imaginer que cette personne puisse ne pas l'être. Et je pense qu'aujourd'hui, puisse s'excuser, Internet n'oublie pas, tu vois. Et je pense que aujourd'hui, Thibaut, les gens ont vraiment décidé parce que ils se disent, effectivement, il y a eu ces propos-là et puis après c'est. Enfin, les gens. Partie des gens. Partie des gens. Voilà, parce dans le public, dans la vraie vie, il n'y a jamais rien eu de négatif. Tout le monde est adorable, tu vois. Pour finir là-dessus, t'as décidé carrément de dire pour qui tu votais pour mettre fin à cette polémique. T'as dit je suis pas d'extrême droite, je vote pour Emmanuel Macron. Moi, je suis un chef d'entreprise, donc à ce moment-là, c'est ce qui correspondait le plus. Aujourd'hui, tu le referais? Aujourd'hui, j'aurais peut-être une approche différente. On verra. Ça veut dire non. On va terminer sur un retour, celui d'une personne dont on avait parlé sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Pet Kenza. Alors j'ai pas regardé toute la vidéo et je pense pas que je la regarderai, j'ai regardé les 5-6 premières minutes et je trouve que dans son approche, elle a été bien plus maligne que d'autres personnes qui ont fait leur retour. De là à être convaincue, attendons, mais en tout cas, je pense qu'elle s'est fait aider pour l'écriture et le tournage de cette vidéo. En tout cas, c'est sûr qu'elle s'est fait aider sur la communication. Moi, cette vidéo, j'ai juste besoin de montrer les belles choses qui me sont arrivées ces derniers temps, partager des bons moments, remettre un petit peu du baume au cœur aux gens qui me suivent et voilà, repartir sur de bonnes bases. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est très addictif et ça, je pense que tous les créateurs de contenu ne s'en rendent pas forcément compte quand on les consomme et c'est avec le recul, lorsqu'on fait un sevrage, on va dire. Moi, malheureusement, j'ai dû être sevrée de force parce que j'étais H24 sur les réseaux puis d'un coup, j'ai été privée de téléphone pendant 4 mois et ça m'a fait le plus grand bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de
mettre en garde sur les dangers des réseaux sociaux, sur plein de choses différentes. Mais maintenant, il faut vraiment savoir bien le faire. Je pense que je ne vais pas me présenter comme la mère des réseaux sociaux, qui a fait des erreurs et qui vient pleine de rédemption et demander pardon tout en mettant un message de prévention. Mais je pense qu'avec ce qui m'est arrivé, déjà, ça permet un petit peu de freiner, en tout cas ceux qui m'ont suivi. Ils peuvent voir qu'à cause des réseaux sociaux, même si ce n'est pas du tout qu'à cause de ça, il y a beaucoup de choses qui peuvent déraper et devenir totalement indépendants de notre volonté et qu'on peut ne plus contrôler. En tout cas, la vidéo a eu son petit effet, 1,2 million de vues en moins de 24 heures, plus de 75 000 pouces bleus contre 13 000 pouces rouges. Donc globalement, elle a été bien reçue. Bon après, Poupette Kenza, elle a une très grosse communauté. C'est Poupette, comme elle les appelle. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est ce qu'on appelle un retour gagnant. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier, je vous ai sorti la vidéo sur Nino Arial. N'hésitez pas à aller la voir, le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain matin. Je vais vous mettre la partie 2 du live de dimanche dernier. On avait regardé la vidéo de TLJ sur Jean Portmanov. Sinon, on se donne rendez-vous dimanche soir à 21h30 pour le live et lundi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.